nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de 20h15 que nous ouvrons avec le lancement officiel ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi du Fonds de développement de l'inclusion financière. C'était sous le haut patronage du ministère des Finances, Dr Ahmed Joudoud. Le compte rendu avec Ramatou Mou et Abdelraouf Deyabou. Cette cérémonie du lancement officiel des activités du Fonds de développement de l'inclusion financière a été organisée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les enfants. Sous cette considération, on peut considérer trois barrières majeures de l'inclusion financière de nos populations et qui découlent toutes de la perception historique qu'ont les institutions financières à l'égard de ces populations. Elles seraient trop risquées, trop coûteuses à servir et pas assez rentables. Il existe cependant depuis quelques années de nouvelles approches, notamment les approches orientées marché, qui s'inspirent du concept de la pyramide, théorisé notamment par l'économiste indien Prahalad, et qui considère l'inclusion sous le prisme des marchés, comme je disais, qui permettrait de mobiliser le secteur privé autour de bons modèles. Le bon modèle, c'est celui qui autorise à penser les populations défavorisées autrement, à travers des questions essentielles comme quels sont leurs véritables besoins, comment s'adresse-t-on à elles, quelle est la réalité de leur vie. Quant au ministère des Finances, il apprécie à sa juste valeur cette stratégie nationale de finances inclusive. Au Niger, la population est composée en majorité de femmes, mais aussi de jeunes qui résident pour l'essentiel dans le milieu rural, vivant presque exclusivement de l'agriculture et de l'élevage. Cependant, il est déplorable de constater aujourd'hui que ce secteur reçoit moins de 2% du financement bancaire et à peine 30% de ceux des institutions de microfinance. Il faut noter qu'en dépit de l'existence d'un grand nombre d'institutions de microfinance ces dernières années, l'accès aux services financiers de population reste limité, surtout dans les zones rurales, à raison de multiples obstacles qui entravent l'offre, mais aussi la demande de services financiers. À cet égard, je voudrais relever ici, du côté de la demande, donc du côté de ceux d'entre nous qui cherchons les services financiers auprès des banques, le faible niveau d'éducation financière de nos populations, surtout en milieu rural. J'en appelle donc au secrétariat exécutif ainsi qu'à l'ensemble de tous les partenaires qui sont concernés par cette question, à accélérer l'élaboration du programme national d'éducation financière de concert avec les autres ministères en charge de l'éducation pour permettre aux populations de faire des choix judicieux en matière de services financiers. Notons que le Fonds de développement de la finance inclusive se positionne en tant qu'instrument de financement innovant qui est destiné à renforcer les capacités techniques et financières des prestataires de services financiers. Ouverture toujours ce matin de l'atelier de formation des bénéficiaires de subventions du projet Les OSC, acteurs de transformation de conflits dans la gouvernance du secteur sécurité du 24 au 25 juin 2021. Suivez plutôt. Exprimé par le directeur général du développement régional de l'État le 8 août 2020 dans son discours d'ouverture de la formation des responsables des 10 concessions de l'OSC
bénéficiaires de ce financement, sur la gestion administrative et financière et le suivi d'évaluation de nos enveloppes des projets. Mesdames, Messieurs, je me réjouis que cela vienne à point nommé, parce que cette formation sur la gestion administrative et financière et le suivi d'évaluation vient confirmer l'engagement de notre département ministériel à promouvoir les OSC à travers le renforcement des capacités. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte pour saluer les efforts des ONG et associations de développement dans tous les cas. Comme vous le constatez, toutes les OSC bénéficiaires sélectionnées sont présentes et je doute de la qualité des résultats auxquels Donc le but de ce projet, c'est vraiment le renforcement de capacité, n'est-ce pas, des acteurs de la société civile au niveau de nos zones d'intervention à Tillabéri et à Tawa, n'est-ce pas, développer leurs capacités en matière de négociation, de médiation, de plaidoyer, n'est-ce pas, et de gestion non violente des conflits. Donc l'idée vraiment, c'est de les pousser à monter des projets sur la base des problèmes qu'ils vivent tous les jours, n'est-ce pas, sur le plan sécuritaire, n'est-ce pas, de les financer et de les former dans ces nouveaux, dans ces différents domaines pour qu'ils jouent vraiment pleinement leur rôle, leurs responsabilités en matière de sécurité. Cette session de formation, c'est la première session de formation des bénéficiaires de subventions qui ont été sélectionnés précédemment. Donc, il s'agit de les former dans les différents domaines que je viens de vous indiquer. Donc, par rapport au renforcement de capacité sur la gestion comptable administrative, n'est-ce pas, sur les procédures faites, les procédures de l'Union européenne, mais aussi sur les questions de paix et de sécurité, notamment la paix, la cohésion sociale, la participation citoyenne surtout, la prévention des conflits, c'est-à-dire apprendre comment faire des alertes précoces, comment prévenir les conflits, mais aussi sur la gestion des conflits, c'est-à-dire quelles sont les différentes techniques de négociation qu'il faut appliquer pour gérer pacifiquement les conflits, comment doit être un médiateur, n'est-ce pas, dans une négociation ou bien dans une médiation. Voilà en quelque sorte l'objectif de cette session de formation. Dans cette édition, point de presse cet après-midi animé par l'avocat à la Cour, Maître Boudal Efred, membre du Conseil de la défense des acteurs de la société civile nigérienne lors des manifestations sur la loi des finances 2018. Ce point de presse est relatif au dernier arrêt de la Cour de justice communautaire de la CEDEAO sur l'arrestation arbitraire du coordonnateur régional du MPCR de Zender, Ilia Damale. Il était au micro de Alouma Mansani et Kantama Ibrahim. Le 28 septembre 2019, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour constater que l'État du Niger, d'abord, toutes ces arrestations étaient arbitraires et que l'État du Niger a violé les conventions internationales. Vous savez, la procédure devant la Cour de justice de la CEDEAO, elle est longue, quoi qu'on dise. Nous avons attendu 2 ans. Le dossier a été plaidé et finalement, cette semaine, la décision a été rendue. Vous avez l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, dont je vous donnerai lecture, mais ce qui m'intéresse fondamentalement, ce sont les principes qui ont été confirmés ou encore de nouveaux principes jurisprudentiels désormais sur les questions de liberté, à savoir, la Cour de justice de la CEDEAO a retenu, entre autres, que la sécurité nationale ne peut être invoquée pour justifier des mesures restreignant certains droits que lorsqu'il s'agit de mesures prises pour protéger l'existence de la nation, son intégrité nationale ou son indépendance politique. Elle a estimé aussi que, contrairement à ce que soutient l'État du Niger, la violation systématique des droits de l'homme compromet la sécurité nationale et peut mettre en péril la paix et la sécurité. C'est-à-dire la Cour de justice de la CEDEAO a estimé que c'est même la violation des droits de l'homme par les États qui compromet la sécurité nationale. Puisque en réalité, c'était pour battre en brèche les arguments de l'État du Niger qui disait que non, à date, Ilia et les acteurs de la société civile étaient dans un mouvement insurrectionnel. Ce n'était pas des manifestations pacifiques.
Donc la Cour de justice a bâti en brèche pour dire qu'effectivement, ces genre des arguments même compromettent la sécurité nationale. Troisième principe qu'il faut retenir, la Cour a estimé que l'État ne doit pas invoquer la sécurité nationale pour étouffer ou supprimer l'opposition politique aux violations des droits de l'homme. C'est un principe fondamental qui profite pas seulement aujourd'hui à Sadat il est à la société civile, mais peut-être même à l'opposition politique dans l'espace CEDEAO, puisque c'est une cour de justice de la CEDEAO qui le dit. Quatrième principe, il y a l'intérêt national, politique ou l'intérêt du gouvernement ne sont pas synonymes de sécurité nationale d'ordre public. C'est-à-dire la cour de justice de la CEDEAO invite l'État du Niger et les États de l'espace CEDEAO à savoir que la sécurité nationale, ce n'est pas la sécurité d'un gouvernement, ce n'est pas la sécurité d'un parti politique, ce n'est pas la sécurité de quelques individus qui animent l'État. C'est la sécurité nationale la définit, elle dit qu'elle n'est pas synonyme d'un intérêt politique d'un gouvernement d'une période précise. En conséquence, concernant la libération du requérant, constate d'abord qu'il est libéré, mais même s'il ne l'était pas, la Cour demande de le libérer immédiatement. Ordonne à l'État du Niger de payer la somme de 50 millions de francs CFA à M. Sadat Iliadam Malam à titre de réparation des préjudices immatériels qu'il a subis par la violation de ses droits. Toujours dans le cadre de l'actualité, le président de la République, Mohamed Bazoum, a fait rapatrier les populations de Barwa, région de Difa. Ces populations ont quitté leur village il y a 6 ans suite à la demande de l'État à cause de l'insécurité qui régnait dans la zone. Suivant Moussa Tchangari, le secrétaire général de l'espace citoyen. Et depuis des années, ces populations-là n'attendaient qu'une seule chose, une décision du gouvernement qui les autorise à retourner dans leur village. Dieu merci, cette décision a été prise. Il faut rappeler que certaines des populations-là, des personnes déplacées, sont dans cette situation parce que le gouvernement a voulu. En mai 2015, c'est le gouvernement lui-même qui a procédé à l'évacuation sous contrainte pratiquement des îles et villages du lac Tchad. Ce sont des milliers et des milliers de personnes qui vivaient dans ces endroits-là. C'est leur lieu d'habitation, leur lieu de travail. On leur a dit qu'il faut absolument quitter dans 3 jours, dans un délai de 3 jours. Tout celui qui ne quitte pas peut être considéré comme complice ou proche de Boko Haram et pourrait faire l'objet de mesures. Alors, donc c'est comme ça que certaines des populations ont quitté. Ce n'est pas forcément le cas de ceux de Barwa. Les gens de Barwa ont constaté qu'il n'y avait pas la sécurité, etc. Et ils ont demandé à être protégés pour pouvoir rester. Ils n'ont pas eu la protection qu'il faut. Finalement, ces habitants-là ont été obligés de quitter. Donc aujourd'hui, si le président décide de créer les conditions pour que tout le monde retourne, c'est une très bonne chose. Maintenant, nous savons que les conditions ne sont pas toutes en place. Tout le monde a vu les images du village de Barwa, c'est un village important. On a vu que toutes les maisons pratiquement sont en rue. Et certains bâtiments, quelques rares bâtiments administratifs qu'il y a ont été saccagés. Donc les gens vont retourner dans leur village, mais ils vont trouver leur maison saccagée, détruite. Il leur faut encore reconstruire le village. Il faut réinstaller les services. Il faut amener le personnel. Il faut assurer la sécurité. Ce sont des défis considérables. Mais le gouvernement, en prenant cette décision, sait, je pense bien, qu'il a l'obligation de faire tout ça. Et si je me fie à ce que le président a dit lui-même, ils sont conscients et ils ont l'intention, lui et son gouvernement et lui-même, ils ont l'intention de prendre des mesures. On espère qu'ils vont effectivement prendre les mesures pour d'abord la sécurité, mais ensuite aider les gens à reconstruire leurs maisons. Et on espère également qu'ils vont déployer les services sur le terrain et aider les gens à reprendre leurs activités économiques, parce que aussi pendant ces années,
les activités économiques avaient même été interdites pour certaines. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas les moyens de reprendre leurs activités. Il faut que l'État les soutienne. Donc c'est un grand pari. Et nous souhaitons que ça soit un succès. Et de cette façon, donc, on puisse progressivement réinstaller les gens dans leur village. Et on souhaite que la paix puisse progressivement revenir. Mais on sait que ce n'est pas facile, mais il y a des efforts à faire. Nous avons toujours relayé les demandes de la population. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons que nous féliciter qu'à la fin, 6 ans après, que cet appel soit entendu. Et vous avez vu que les gens sont retournés à cœur joie. Quand bien même, ils savent que en fait, le village est détruit, tout ça, mais ça indique que depuis longtemps, les gens n'attendaient que ça. En cette période pluvieuse, plusieurs déchets traversent le fleuve Niger. De ce fait, quelles en sont les conséquences de l'utilisation de l'eau du fleuve par les populations environnantes si cette eau est insalubre? La réponse dans ce reportage de Zainabou Garara et Abdel Nasser Abdou. Utilisée par la population environnante pour leurs besoins quotidiens, la lessive, la vaisselle, et même pour se laver, l'eau de ruissellement du fleuve Niger est entachée en cette période de pluie par plusieurs déchets. Elle change même de couleur. L'utilisation de cette eau du fleuve n'est pas sans conséquence sur la santé des usagers en cette période pluvieuse. Ces eaux de ruissellement charrient tout un tas de déchets, de saletés, provenant de nos activités quotidiennes, des excréments, des déjections animales et humaines, des eaux, d'égouts, des fosses septiques, des caniveaux. Donc c'est vraiment un milieu qui est très 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 sale et impropre à l'usage, à l'utilisation. Et je ne vais même pas parler de la consommation, mais surtout aussi de l'utilisation. L'utilisation, c'est-à-dire que le fait même qu'on la traverse, qu'on l'utilise dans d'autres activités, genre le maraîchage ou autres activités qui impliquent le contact avec cette eau. Donc vraiment, c'est très difficile, c'est déconseillé. Le risque est de voir la prolifération des maladies liées à l'eau, ou d'autres maladies bactériennes ou parasitaires vont commencer à éclore. Et la même chose aussi donc avec l'eau du fleuve. Donc c'est l'affluence ou bien donc c'est le regroupement de toutes les eaux de ruissellement de la zone qui constitue cette première eau qui est en train d'arriver. Donc par conséquent elle aussi elle est insalubre. Donc le conseil que nous avons à donner vraiment c'est au niveau de la population, c'est de prendre garde. Donc par rapport à l'utilisation de cette eau, donc de pénétrer ou bien de traverser ou bien de déjouer, laisser les enfants jouer dans cette eau est tout à fait risqué. Donc au risque donc de choper une maladie qui va effectivement fatiguer la personne. Il y a un autre aspect qu'il faut aussi voir, c'est aussi la consommation. Parce que les riverains du fleuve, en fait, sont des personnes qui ont une certaine activité très contiguë au fleuve. Par conséquent, vous allez voir que même les tasses, la vaisselle, on l'a fait au niveau du fleuve. Et en ce faisant, ça veut dire que nous ramenons toujours les mêmes déchets, les mêmes maladies du fleuve, on les ramène à la maison et elles viennent nous côtoyer. Donc, ce qui cause effectivement assez de cas de péril. Donc liées à l'eau. Donc c'est surtout donc des maladies qui sont diarrhéiques, des maladies de vomissement, des gastro-entérites aiguës, des salmonelloses. C'est vraiment nous déconseillons vivement l'usage de cette eau ou l'utilisation de cette eau, quelle qu'en soit par ailleurs la finalité. La population doit prendre conscience du danger auquel elle fait face en utilisant l'eau du fleuve, surtout en cette période pluvieuse.
Dans le village de Boubon, région de Tillabéri, Aïssa exerce le métier de potière depuis plusieurs années. Dans cet élément du studio Kalangu, elle décrit son métier et les difficultés qui y sont liées. Pots de fleurs, marmites ou encore canaries sont quelques-unes des poteries de terre cuite façonnées et décorées par les femmes de Boubon. Boubon est une ville située au bord du fleuve Niger, dans la région de Tillabéri. Aïssa est une potière de Boubon. Elle pratique cette activité depuis son enfance. Bismillah, irgo ka botogo, irgo bon botagano, zadana irgo koyga day, far koyga, irm kaga te gulla kan haro yella mai. Chamboni gidan ara kalam ma ngana ag sandugu bori. Irm chambo dan ara kalam sandugu bori. Wone no irgo te da gulla kan te firgo agiyai. Bankan sundu firgo hina. Kul gullano bora gudai ka haro dan ara haro mi yella mai. Gullite yan wayi nutubuno zir kaiga. Inno inite irmo kanta hang sidi ay kala ka tayri ze ga irmo goga dodon ya kin nirga teda matindi gunguno kan ente gungun wala to gunguno din dir koyba kala mu gusamte irmo dara hari. Il faut des années de travail pour maîtriser la fabrication. Elle requiert de la délicatesse et du savoir-faire. Au-delà d'être une activité artistique, elle constitue une source de revenus pour ces femmes. Wallahi irgune zongiruza irgune milin de waygiya ikaina ta zongun de waygiya ikain jere e sabandu zami gina no gichara gina kan bore ga ta ira no gichara muka irin koy gorai bu nongo sumoro alhamdulillah irgin warai da yara irin bankarara irin bomu da irin tayri zai sai dubba tu go te bo ko ni chala kambiza hala kan chala mu ban sai wa kan sai go goyo tene ya. Une fois modelées et décorées, les canaries sont acheminées vers le lieu de cuisson. Ça ne se passe toujours pas bien. Surtout en période de pluie, les objets peuvent être endommagés comme c'était le cas le jour de notre passage. Malgré les difficultés, ces poteries s'exportent bien au grand bonheur de ces dames. Kusaina iso bai kulu so bai ka zai bogu amma so kan yi bogu irsin gubor fo zambinda biya alasaru a talata kan ko sabanda larba wani na haye woda wono irman bebe na se be na ka tirse wono goyo wo gabu goyino bor ka jaina ga tabandi duboru son bugu musai nugo sunga inis bai kurkaranugo iskin kan samdiyo irin kini juma sirin kini landiyo madiyo irmi pantir kalimu gori irin kagitan ne kurodio irin konde habora bai kurgu dinga dai ka kan ka dai kawi borai gidanye mai borai gidai. À la faveur de l'organisation de la conférence de chefs de l'État et du gouvernement de l'Union africaine tenue à Niamey en juillet 2019 et pour pérenniser les acquis et faire du Niger en matière de conférences et événements internationaux, le gouvernement a décidé de la création de l'Agence nationale pour l'économie de conférences ANEC. Elle est notamment chargée de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation de la coordination des conférences entre événements internationaux. Pour parler de cette agence, nous recevrons dans ce numéro de décryptage Mohamed Seydil Mokhtar, ministre conseiller spécial et directeur général de l'ANEC, avec qui Africa 24 parle de l'agence et la capacité d'accueil des événements internationaux au Niger. Très bonne réception et au revoir.
Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de décryptage. À la faveur de l'organisation de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Niamey en juillet 2019 et pour pérenniser les acquis et faire du Niger un hub en matière de conférences et événements internationaux, le gouvernement a décidé de la création de l'Agence nationale pour l'économie de conférences, l'ANEC. Elle est notamment chargée de contribuer à la visibilité du Niger afin d'en faire une destination préférée pour l'organisation et la coordination des conférences et autres événements internationaux. Pour parler de cette agence, nous recevons dans ce numéro de décryptage Mohamed Sedil Mokhtar, ministre conseiller spécial du président de la République et directeur général de l'ANEC. Avec lui, nous parlerons de l'agence et de la capacité d'accueil des événements internationaux au Niger. Monsieur le ministre, partant de l'expérience de l'organisation de la conférence de l'Union africaine, UA, Niger 2021 par l'agence, les autorités nigériennes ont jugé de l'utilité de créer l'Agence nationale pour l'économie de conférence. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ce choix? Vous l'avez souligné à juste titre, le Niger a organisé en 2019 la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ça a été un grand événement pour nous, où on a enregistré la participation de plus de 5300 personnes, dont une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. Et à la faveur d'atteindre cette conférence, notamment sa préparation, notre pays se dotait d'infrastructures, d'importantes infrastructures, notamment un nouvel aéroport, une voie express qui relie l'aéroport au centre-ville. Nous avons également construit des hôtels 5 étoiles de grand standing, plusieurs, on a eu 3 précisément. Nous avons également construit une cité des chefs d'État de l'Union africaine, qu'on appelle cité UA. Ça a été également l'opportunité pour nous pour rénover le palais de congrès de Niamey qui était complètement délabré. Et nous avons également, avec l'appui de la coopération indienne, construit le centre international de conférence à Mahatma Gandhi. Et en plus de cela, nous avons également renforcé notre savoir-faire. Plus de 9000 personnes ont été formées dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du protocole, dans le domaine de la communication, dans le domaine des métiers de l'hôtellerie. Ça, donc, c'est un nombre d'acquis que nous avons eu avec la conférence de l'Union africaine. Et le chef de l'État, son Excellence, M. Mahamadou Issoufou, lors de son message de nouvelle alliation le 31 décembre 2019, avait dit que nous allons consolider et amplifier les acquis de la conférence de l'Union africaine et faire en sorte que le Niger soit désormais un hub pour les conférences et les événements internationaux. Et effectivement, le 10 janvier 2020, il a créé l'Agence nationale pour l'économie de conférences. Donc, ça c'est pour nous une source fondamentale qui a fait que, une raison fondamentale qui a fait qu'il fallait donc avoir un outil pour que nous puissions jouer ce rôle de hub de conférences et d'événements internationaux. Quelle est l'importance de l'ANEC, notamment au regard des missions qui lui sont assignées? L'importance de l'ANEC, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord de disposer d'un outil pour faire la promotion de conférences et des événements internationaux. Mais surtout, de faire en sorte que les conférences et les événements internationaux soient pour nous un outil de développement de notre pays. Vous vous rappelez que comme vous le savez, beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde rencontrent de nombreux défis de mobilisation de ressources pour faire face à des contraintes socio-économiques. Le Niger ne fait pas exception. Et les sources classiques que nous avons au Niger, notamment l'agriculture et l'uranium, ne permettent plus de répondre aux exigences du développement que nous voudrons. Et c'est pour ça que c'est devenu impérieux pour le Niger de diversifier ses sources de revenus. Et le domaine des conférences internationales est aujourd'hui une industrie en pleine croissance. À titre illustratif, aujourd'hui, vous avez pratiquement, avant l'avènement de la Covid, plus de 30 milliards de dollars qui sont mobilisés dans le cadre de l'organisation de conférences et d'événements et plus de 50 millions de personnes qui voyagent, qui voyagent à travers le monde dans le cadre de conférences et des événements. Donc pour nous, c'est une opportunité avec la création de l'agence de prendre notre part de cette industrie de conférences et de faire en sorte que le Niger puisse créer de nouveaux emplois, puisse avoir de nouvelles ressources et contribuer positivement au développement du pays. Le Niger dispose-t-il d'un capital expérience dans le domaine de l'économie des conférences?
Oui, le Niger a eu organisé dans le passé plusieurs événements internationaux de grande envergure. On se rappelle par exemple en 2005 qu'il y a eu les Jeux de la francophonie, il y a eu d'autres événements. Mais il faut te dire que la plupart des événements qui ont été organisés par le Niger, c'est fait dans le cadre d'une rotation des organisations auxquelles elle appartenait, ou alors des événements comme ça, des initiatives ponctuelles et isolées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons estimé qu'avec la création de l'ANAC, on doit aller chercher des événements. On doit faire la promotion de la destination du Niger. On doit faire que notre pays puisse être ce hub que le président de la République a voulu. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est aussi de quoi nous disposons aujourd'hui pour faire de ces pays-là un hub. Je parlais tantôt des infrastructures, je parlais tantôt d'un savoir-faire, mais surtout de la volonté politique qui est derrière pour faire que nous puissions être une référence dans le domaine. Et je pense que véritablement, cette dynamique de faire de conférences, un événement, une sorte de création de l'événement a commencé à partir de la conférence de l'Union africaine. Et de la tenue de la conférence de juillet 2019 à aujourd'hui, plus d'une dizaine d'événements ont été organisés d'envergure internationale. Je peux citer entre autres le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la session ministérielle de l'OCI, le sommet de la Fédération universelle pour la paix, etc. Donc il y a beaucoup d'événements qui ont été organisés et qui désormais, nous faisons attention au type d'événements que nous accueillons, nous faisons attention dans la préparation de ces événements et nous faisons attention que ce soit des événements profitables à notre pays. Pour gagner le pari de promouvoir l'économie des conférences, il faut aussi des moyens en termes de logistique et d'infrastructures d'accueil. Pensez-vous que le Niger dispose d'infrastructures adéquates et suffisantes pour accueillir des conférences et autres rencontres de grande envergure? Oui, je pense que le Niger dispose aujourd'hui de moyens de quoi, comme vous l'avez dit. Nous avons aujourd'hui un centre de conférence international Mahatma Gandhi, qui a une capacité de 5000 places, toutes infrastructures confondues. Nous avons donc le palais de congrès, nous avons les hôtels où nous avons de grandes salles. Nous avons également des capacités d'hébergement qui sont beaucoup renforcées et améliorées en termes de standing, mais surtout, j'ai parlé également de ce savoir-faire que nous avons acquis. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous disposons vraiment de tout ce qu'il faut pour faire de ce pays-là un hub pour les conférences et les événements internationaux. Monsieur le ministre, quelles sont les actions déjà réalisées par l'ANEC? En termes d'action, il faut rappeler que l'ANEC a été créée simplement en janvier 2020. Et en termes d'action, d'abord, les premières actions ont consisté à rendre opérationnelle la structure. Nous avons commencé par la mise en place donc, des outils. Il y a un cadre organisationnel qui a été mis en place, il y a un cadre de rémunération qui a été mis en place. Il y a le recrutement de tous les cadres de direction qui étaient en place, les outils en termes de communication et commerçants. Nous avons déployé notre communication sur le terrain. Et nous avons également organisé beaucoup d'événements internationaux depuis qu'ils sont là. Mais le plus important pour nous, c'est également le fait que le Niger a préparé des dossiers de candidature pour l'organisation des événements internationaux. Je vais parler aujourd'hui des dossiers que nous avons préparés. Nous sommes en bonne position pour l'accueil de l'Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement. Nous avons fait un dossier également pour l'accueil de la session des ministres de la Santé en Afrique. Nous avons également un dossier sur le sommet de la jeune fille en Afrique. Nous avons également un sommet des chefs d'État sur l'industrialisation de l'Afrique. Donc vraiment, il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui que nous avons préparés et qui ont été, qui sont donc déposés auprès des organisateurs. Et pour beaucoup, nous avons déjà reçu des réponses positives. Quel est votre mot de fin, monsieur le ministre? Je pense qu'en termes de derniers mots, il faut parler plutôt de perspectives. Quelles sont les perspectives pour notre pays? Je rappelle que nous venons d'enregistrer 10 ans de stabilité dans notre pays, et 10 ans de stabilité qui ont permis au Niger et aux autorités de ces pays-là d'enregistrer d'importantes réalisations, d'importants progrès dans le domaine socio-économique et à tous les niveaux. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde constate qu'il y a un changement positif dans la vie des Nigériens. Nous venons de terminer les élections. Nous voulons également donc, pour la première fois de l'histoire du Niger, un président élu va passer le pouvoir à un président élu. Et nous avons la chance d'avoir une continuité. Lorsque une continuité, ça veut dire que
les autorités actuelles ou les autorités qui vont venir sont au parfait de toutes les actions qui ont été faites en termes de développement de l'économie des conférences, et qui sera pour nous une continuité qu'il faut consolider. Et nous n'avons aucun doute sur ce plan que les nouvelles autorités sont suffisamment sensibilisées à cette question-là, et ça fait déjà partie du programme du candidat qui a été élu de faire donc des conférences et des événements internationaux un outil de développement de notre pays. Mais il faut te dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons à peu près une trentaine, 25 à 30 événements qui sont déjà acquis. Et qu'on a enregistrés bien avant l'avènement de la Covid. Ces événements peuvent rapporter aujourd'hui 14 milliards de francs CFA. Nous attendons juste la levée de mesures relatives à la prévention de la Covid pour que nous puissions dérouler tous ces programmes. Donc on peut dire que les perspectives sont bonnes, la volonté politique y est, et je pense que dès que ces mesures relatives donc, à la prévention de la Covid seront levées, vous verrez que notre pays atteindra l'objectif de se faire en hub. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.